Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Je le disais tout à l'heure, mais parce que c'est vrai que finalement à droite, d'abord, il n'y a plus beaucoup de femmes et puis peu de femmes véritablement puissantes. Vous êtes aujourd'hui la femme la plus puissante de droite à la tête de la plus grosse région, la plus peuplée, le plus gros budget. On va évidemment revenir sur la manière dont vous exercez justement ce pouvoir. Mais avant de parler de votre région, un mot sur ce qui a quand même ébranlé la fin de la semaine, ce qu'on appelle désormais l'affaire Nicolas Hulot, ou alors c'est comme ça en tout cas que le magazine L'Hebdo l'a qualifié, une plainte pour viol qui a été déposée en 2008, qui a été classée ensuite sans suite. Est-ce qu'il fallait, d'après vous, médiatiser cette affaire ? D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne sais rien de cette affaire. Je ne sais que ce que j'en ai lu par des propos rapportés dans un journal. Je n'en sais rien et donc je ne la commenterai pas. Et vous savez que je suis particulièrement engagée dans la lutte contre le harcèlement des femmes et contre les violences faites aux femmes. C'est pour ça que je vous pose la question. C'était notre grande cause de l'année dernière. Moi, je me bats pour que les victimes et les témoins portent plainte devant la justice, mais je ne veux pas et je ne participerai pas au tribunal de la rumeur. Parce que ça peut nous conduire à dire tout et n'importe quoi sur des affaires dont on ne connaît rien et qui touchent à l'intime. Est-ce que ça veut dire qu'on va un peu trop loin, y compris médiatiquement, quand on voit que il y a quelques semaines, c'était les détails d'une affaire entre une femme et Gérald Darmanin quand il avait 26 ans. On sait peu de choses, mais une femme qui sous-entend qu'il aurait abusé de son pouvoir vis-à-vis d'elle. Toutes ces choses qui sortent, est-ce qu'il faut entendre cette souffrance? Jusqu'où? Où sont les limites? Il faut que nous ayons un nouveau regard sur les femmes victimes et ce nouveau regard, il passe aussi par le dépôt de plainte devant la justice. Il faut briser l'omerta. Et nous, au Conseil régional, on s'est retrouvés ces derniers temps, d'ailleurs, face à nos responsabilités, face à des cas de harcèlement sexuel au sein du Conseil régional, par des conseillers régionaux, sur des conseillers régionales ou des collaboratrices. Et on a mis en place une... Comment vous avez géré ça? Eh ben, on a mis en place une formation. Ça a commencé avec l'affaire Beaupin. Puisque nous avions une conseillère régionale qui avait elle-même été victime de Denis Beaupin, de harcèlement. Donc on a commencé par mettre en place une cellule de prévention du harcèlement où on va dénoncer ce qui se passe. Et puis on a dû aller plus loin. Parce qu'on a eu d'autres faits, des faits qui impliquaient des conseillers régionaux, socialistes, France Nationale. Donc on a mis en place une formation obligatoire sur la question du harcèlement pour que les hommes comprennent, les hommes comprennent et les femmes aussi comprennent quelles sont les limites qu'il ne faut pas dépasser et à partir de quand ça devient condamnable. Mais là encore, je mets en garde, il faut qu'on gradue les choses. Je veux dire, il y a la drague, c'est sympa, il y a la drague lourde, c'est pénible, mais ça n'est pas condamnable. Et puis il y a le harcèlement qui est condamnable, et puis il y a le viol qui est un crime. Mais je pense qu'il faut qu'on gradue les choses, parce que sinon, on va vraiment abîmer complètement la relation homme-femme et on va faire une espèce de guerre des sexes qui ne mènera nulle part et qui risque de pénaliser les femmes, notamment les femmes dans leur univers professionnel. Vous redoutez cela? Oui, je redoute cela parce qu'on sait bien. Et ce qui est en train d'être dénoncé, c'est très important, c'est que dans les lieux où il y a du pouvoir, et plus encore dans les lieux où il y a du pouvoir et de la séduction, comme la politique par exemple, mais pas que, eh bien, il y a des abus de pouvoir, et notamment des abus de pouvoir par les hommes, parce que c'est eux qui sont aujourd'hui en position d'exercer le pouvoir. Mais ça, c'est une prise en compte qui est très importante. Et il va falloir que les femmes ne se taisent plus quand elles sont victimes. Maintenant, moi, je les aiderai. On aide. On a mis en place des aides aussi pour les femmes qui portent plainte, pour les aider à aller jusqu'au bout de leur plainte. Donc, vous voyez, il faut aider les victimes, mais il faut faire confiance à la justice. Et il ne faut pas faire un tribunal de la rumeur, de l'opinion, un tribunal par voie de presse. Auquel visiblement vous ne participez pas. Non. Alors sans transition, parlons de la neige, puisque cette semaine, la neige a littéralement paralysé la région Île-de-France. Au moins 1500 personnes qui ont passé la nuit de mardi à mercredi dans des centres d'accueil, des gares, des aéroports en Île-de-France. 739 km de bouchons mardi soir, c'était un record. Est-ce que cette pagaille aurait pu être évitée ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai une pensée très émue pour les 2000 personnes qui ont couché sur la route dans leur voiture pendant la nuit parce qu'on n'a pas réussi à fermer la N118 suffisamment tôt. Moi-même, j'ai pas été victime puisque je suis arrivée un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on aurait dû prendre des mesures plus tôt sur la N118. Mais on va apprendre. Quand vous dites on, pardon, c'est qui ? C'est l'État qui gère les routes et qui aurait dû, à mon sens,
prévoir que la N118, compte tenu du dénivelé, risquait d'être encombrée. Maintenant, on va faire un retour d'expérience et on va apprendre de l'expérience. Vous savez, en 2013, on a eu aussi un énorme épisode neigeux dans lequel il y a eu, là aussi, beaucoup de choses qui se sont mal passées. Alors, et on a tiré les leçons. Par exemple, à l'époque, je voudrais juste vous entendre, parce qu'à l'époque, en 2013, vous étiez dans l'opposition. Oui. Et vous estimiez justement que la région allait devoir faire face à ses responsabilités. Vous dites déjà dans un sens que c'est le cas, mais je voudrais qu'on écoute ce que vous disiez. Vous en faites porter la responsabilité à qui, finalement? Mais j'en fais porter la responsabilité à tous ceux qui sont en charge, c'est-à-dire ceux qui sont en charge des transports en commun. Je rappelle que c'est la région Île-de-France. À l'époque, donc, effectivement, vous estimiez que la région était responsable. Pas seulement parce que vous avez coupé la phrase. En 2013, il y avait plusieurs choses qui s'étaient passées. D'abord, on avait laissé rentrer les poids lourds dans l'Île-de-France, alors que dès qu'il y a un épisode neigeux, il faut interdire aux poids lourds l'entrée de la région. Donc cette fois-ci, les leçons ont été tirées. Une partie des leçons ont été tirées, puisque c'était sur le nord de Paris, on ne les avait pas laissés entrer. Là, malheureusement, on les a laissés entrer encore trop tard. Donc il faut absolument que les poids lourds ne rentrent pas en Île-de-France, compte tenu des dénivelés, dès qu'il y a un épisode neigeux. Ça, c'est la première chose, et ça, on n'en a pas tenu compte. Mais il y a eu autre chose en 2013. Il y avait eu un gros pataquès entre SNCF et RATP à l'époque, et notamment parce que les rails avaient gelé pendant la nuit. Ils avaient gelé sur le métro aérien et donc le métro aérien n'avait pas pu circuler. Et on a fait un retour d'expérience en 2013. J'y ai participé, j'étais dans l'opposition à l'époque. Et cette année, eh bien, il faut féliciter la RATP parce que, à cause de cet épisode de 2013, dont on a tiré les conséquences, les métros aériens ont roulé toute la nuit. Je ne sais pas si vous savez, ils ont roulé toute la nuit. Justement pour empêcher les rails de geler et pour que le métro puisse fonctionner. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a un épisode neigeux, il faut faire un retour d'expérience. Il faut que ceux qui sont en responsabilité en tirent les responsabilités. Moi, cette année, quel a été le point noir? L'information voyageurs. L'information voyageur. Parce qu'on ne va pas dire qu'on peut éviter la neige. La neige, on ne peut pas l'éviter. En revanche, on peut faire en sorte que ça se passe bien pour les voyageurs. Il se trouve que mardi, j'ai pris mon application, j'ai regardé, mon train était indiqué, j'y suis allé, il était là. En gare, il était annoncé au départ, tout le monde était dans le train et il n'est pas parti. Et j'ai appelé le directeur de la ligne qui m'a dit ça redémarrera à 10h du matin, vraisemblablement, parce qu'il y a des arbres qui sont tombés sur la voie. Donc ça aurait pu être anticipé, vous auriez pu être prévenus, les voyageurs auraient pu être prévenus. Je pense que l'information voyageur aujourd'hui, avec les progrès technologiques que nous avons faits, et notamment avec Internet, avec les réseaux sociaux, non, on a le droit d'être plus exigeant. Il se trouve que l'Île-de-France est donc autorité organisatrice des transports, donc on passe commande à la SNCF et à la RATP, et il se trouve que vous êtes présidente du STIF, c'est ça, Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité. Alors Île-de-France Mobilité donne à exploiter les transports à la RATP et à la SNCF et elle les paye pour ça, elle les finance pour ça. Et donc on met des millions d'euros dans l'information voyageur chaque année. Et donc là, il y a clairement quelque chose à améliorer. Et l'interface SNCF-RATP doit aussi être améliorée de façon à ce qu'on puisse gérer mieux les correspondances. Je voudrais qu'on parle de la question des sans-abri en Île-de-France, parce qu'Emmanuel Macron avait promis que d'ici la fin 2017, bon c'est déjà fichu visiblement, plus personne ne dormirait dans la rue. Julien de Normandie, qui est en charge du logement au gouvernement, a déclaré la semaine dernière que c'était, je le cite, une cinquantaine de sans-abri qui dormaient donc dehors dans toute la région. D'abord, une cinquantaine Une cinquantaine, a-t-il dit. En Île-de-France? En Île-de-France. Ah ben je vais l'emmener avec moi, alors on va faire des maraudes ensemble, parce que... Ça ne correspond pas à la réalité. Ah ben non, mais on a 120 bidonvilles. Alors après, la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle dormir à la rue. Mais dormir dans des conditions indignes, ça concerne des milliers de personnes en Île-de-France, peut-être même des dizaines de milliers. Alors Louis Gallois, justement, qui est président de l'Association des acteurs de la solidarité, qui est quelqu'un de reconnu, il déclare aujourd'hui dans le journal du dimanche qu'il croit même déceler, je le cite, une volonté politique de minorer le nombre de SDF. Est-ce que c'est aussi ce que vous soupçonnez? Est-ce qu'il s'agit d'une volonté politique de minorer? Il y a Sylvain Maillard, qui est lui-même député de La République En Marche, qui a précisé ce chiffre donné par Julien de Normandie, qui dit que les SDF qui dorment dehors, en grande majorité, c'est par choix. Est-ce que vous estimez, comme Louis Gallois, que c'est une volonté politique de minorer le nombre de SDF, ou est-ce que c'est juste qu'ils sont peut-être déconnectés? D'abord, la semaine dernière, j'ai réuni tous les grands réseaux associatifs qui s'occupent de la mise à l'abri des plus démunis.
je les ai réunis comme chaque hiver pour faire Pour avec le eux plan grand froid, pour le plan grand froid. C'est-à-dire qu'en fait, on les finance toute l'année, la région les finance toute l'année, mais dès qu'il y a des épisodes de grand froid, des inondations, de la sécheresse, on les voit pour savoir s'il n'y a pas en urgence besoin de duvet, de lit, de pull, de gants, de bonnets. Donc, ou de nourriture. Donc on leur donne en fonction de leurs besoins. Et donc là, on a fait avec eux la liste de leurs besoins d'urgence pour le plan grand froid. C'est vrai que sur la mise à l'abri, il y a l'ouverture des gymnases et les villes aujourd'hui font des gros efforts, que ce soit la ville de Paris ou les villes de banlieue font de gros efforts pour la mise à l'abri pendant le plan grand froid. Mais le vrai sujet, c'est en dehors du plan grand froid, c'est après le plan grand froid. Et après le plan grand froid, malheureusement, la vie reprend ses droits et on retrouve à la rue, je vous dis, à la rue et dans de l'habitat très précaire. Vous parliez de bidonville, hein. Oui, je crois qu'il faut nommer les choses par leur nom. Des bidonvilles aux portes de nos villes qu'on ne veut pas voir. Moi, je me souviens l'autre jour à Gennevilliers d'une personne me disant « Mais vous avez vu ce qui vient de se construire juste à côté de chez nous ?» Donc, le sujet aujourd'hui, c'est que il faut qu'on nomme les choses et il faut qu'on travaille effectivement à organiser un habitat qui soit un habitat décent. Et ça passe par un certain nombre de programmes. Nous, on est en train de travailler sur la reconversion des friches. Des friches, en Ile-de-France, il y en a beaucoup. Vous dites qu'il faut nommer. On pourrait travailler avec Habitat et Humanisme, avec la Fondation Abbé Pierre, avec un certain nombre de fondations qui travaillent sur le logement, à organiser un habitat d'urgence, mais dans de bonnes conditions. Mais pour trouver des solutions, vous dites qu'il faut nommer les choses. Il faut aussi les voir. C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y a que 50 SDF qui dorment dans la rue en Ile-de-France, est-ce que c'est pas, je vous repose ma question parce que Louis Gallois a des propos extrêmement forts, hein, puisqu'il dit qu'il s'agit d'une volonté politique de minimiser le nombre de SDF. Est-ce que c'est aussi une crainte que vous avez ? En tout cas, moi, je fais des maraudes tous les hivers et je peux dire que le constat est bien plus dramatique que celui qui est fait par le gouvernement et que si on part du mauvais constat, on aura les mauvaises solutions. Donc le sujet, c'est effectivement de l'habitat d'urgence. Le sujet, c'est aussi les flux migratoires parce que ne nous mentons la question des migrants. Ne nous mentons pas, la question est terriblement aggravée par des migrations qui aujourd'hui ne sont plus maîtrisées. Et donc la question de la politique migratoire du gouvernement et du retour des étrangers en situation irrégulière chez eux, ça va avec. Parce que toutes les structures d'hébergement d'urgence aujourd'hui ont explosé en nombre. Les nuits d'hôtel ont aussi explosé en nombre. Donc aujourd'hui, il y a des centres d'hébergement d'urgence complètement pleins comme des œufs et complètement saturés avec des personnes en situation irrégulière. Donc la question de la politique migratoire fait partie aussi de cet ensemble que nous devons mobiliser pour lutter contre les personnes à la rue. Un mot sur la question de la politique de sécurité du quotidien. La police de sécurité du quotidien. Gérard Collomb a présenté cette semaine cette police de sécurité du quotidien. L'idée, c'est de mettre davantage de moyens dans les quartiers difficiles et, je cite, un nouvel état d'esprit qui se voudrait plus proche de la population. Ça va être déployé dans un premier temps dans 30 quartiers, dont beaucoup sont en Ile-de-France, à Trappes, à Aulnay-sous-Bois. Est-ce que c'est une bonne initiative ? Est-ce que vous la soutenez ? Et moi, c'est une initiative qui me met mal à l'aise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que le rôle de la police nationale, c'est de faire peur aux délinquants. Et le rôle de la police municipale, c'est de rassurer les honnêtes gens. Moi, je crois aujourd'hui que la police de proximité, c'est la police municipale. Et qu'il faudrait donner aux communes la possibilité d'avoir beaucoup plus de moyens pour faire cette troisième force de police qui serait la police de proximité. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Et je pense que c'est un peu dangereux de demander à la police nationale de faire et la répression et la prévention. Donc le sujet aujourd'hui pour moi, ce serait beaucoup plus de rendre obligatoire les polices municipales, des vraies polices municipales dans les communes de plus de 10 000 habitants, en leur donnant les moyens de le faire, et en parallèle de renforcer la police nationale et de renforcer le nombre des zones de sécurité prioritaire. Les zones de sécurité prioritaire, c'est ces quartiers qui sont vraiment des quartiers très sensibles en termes de sécurité et dans lesquels on devrait mettre beaucoup plus d'effectifs de police pour résoudre vraiment les problèmes. Et j'ajoute qu'il faudrait mettre des zones de sécurité prioritaire, y compris dans le métro, y compris dans les transports en commun, sous terre, parce que la délinquance, elle se déplace. Et quand vous mettez des policiers... Vous voudriez créer des zones, quand on pense par exemple que sur certaines lignes de métro, les conducteurs de métro disent ne pas s'arrêter, notamment dans le quartier de la Gare du Nord, pour des raisons de drogués et de crack sur les voies. Nous avons obtenu des zones de sécurité prioritaire ? Exactement. Nous avons obtenu que
alors que la zone de sécurité prioritaire était en surface, elle puisse être étendue sur la ligne de métro. Et je pense que c'est important que dans les transports, que les transports deviennent un sanctuaire, parce que ça participe aussi des conditions de vie et de sécurité de tous les Franciliens. Avant de donner la parole à Myriam Ankawa, un mot un peu plus léger, parce qu'il s'agit d'art, mais pas que. Un mot sur la question de Jeff Koons, puisqu'il y a une polémique en ce moment sur ce bouquet de tulipes qui serait un cadeau désintéressé de l'artiste américain à la ville de Paris pour soutenir les victimes des attentats. Sauf que, il a promis de faire ce don à la ville d'une œuvre, le bouquet de tulipes. Mais il offre l'idée, le concept, mais pas la réalisation elle-même, qui, va coûter 3,5 millions d'euros pour la réaliser. Et puis surtout, il refuse de mettre cette œuvre à l'endroit des attentats. Il la veut dans la vue touristique de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est le placement de produits d'un homme d'affaires de l'art ou est-ce que c'est un cadeau désintéressé? Dans quel camp êtes-vous? Parce qu'on a vraiment le sentiment que ça crée une logique de camp. Écoutez, moi j'aime l'art contemporain, j'apprécie l'œuvre de Jeff Koons. Je l'ai même défendu au moment où, vous savez peut-être, Jean-Jacques Ayagon avait mis un homard dans la chambre de Louis XIV. Donc j'ai trouvé que c'était à Versailles. J'ai trouvé que c'était effectivement, voilà, c'était intéressant de confronter l'art contemporain avec le patrimoine, parce que ça fait revenir aussi beaucoup de personnes voir le patrimoine, redécouvrir le patrimoine ancien. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Maintenant, un cadeau, c'est un cadeau. Ça veut dire que c'est désintéressé et ça ne doit pas coûter à celui qui le reçoit, on va dire. Donc le sujet, c'est où c'est un cadeau et à ce moment-là, eh ben, on nous le fait sans arrière-pensée, de bon cœur, et on laisse la ville de Paris l'utiliser comme elle le souhaite, en lien avec les Parisiens, ou c'est un cadeau qui doit coûter de l'argent aux habitants et qui en plus doit rapporter de l'argent à M. Koons, et ça ne s'appelle pas un cadeau, ça s'appelle une opération marketing. Donc on sent bien qu'effectivement c'est un peu le soupçon que vous faites. Ben, moi en tout cas, cadeau désintéressé, absolument ravi, merci M. Koons, mais pas d'opération marketing. Voilà. Bon, c'est très clair. On accueille tout de suite Myriam Ankawa. Bonjour Myriam. Bonjour Apolline, bonjour Valérie Pécresse. On va parler de votre famille politique et de Laurent Wauquiez. Vous avez toujours dit, Madame Pécresse, que depuis qu'il est à la tête du parti, vous ne lui faites pas de procès d'attention et vous allez le juger sur ses actes. 2 législatives partielles dimanche dernier, 2 victoires pour les Républicains. Est-ce que vous lui dites bravo Wauquiez? Je dis d'abord bravo à nos candidats parce que la vérité c'est qu'on avait des très bons candidats dans ces 2 circonscriptions que nous connaissons bien, dont une est d'ailleurs en Ile-de-France, qui se sont beaucoup battus. Éric Ciotti, lui, parle clairement de victoire de Laurent Wauquiez. Écoutez, ce qui a été visible surtout, c'est que c'est les 2 droites unies qui ont permis la victoire d'Antoine Savignat dans le Val d'Oise, puisqu'il a souhaité que nous venions tous les 2 le soutenir. Et sur le territoire de Belfort, Yann Boucard, lui, a choisi de faire une campagne locale, mais nous a demandé, en tout cas à moi, un message de soutien vidéo pour pouvoir appuyer sa candidature. Ça veut dire que c'est l'union des droites, l'union de toutes les sensibilités qui fait la victoire. J'ajoute que dans ces 2 circonscriptions, nous avions une alliance avec les centristes. Et que donc, moi, ça me fait dire, mais comme l'avait dit Nicolas Sarkozy à l'époque, que quand la droite s'élargit, elle gagne, quand elle se rétrécit, elle perd. Et donc, le défi du rassemblement, il est devant nous. Il n'est pas gagné, Madame Ankawa, et donc c'est celui-là qu'il faut qu'on relève. On va revenir à cette droite que vous défendez au sein même des Républicains, puisque vous dites que vous venez de redire qu'il y avait 2 droites. Elles sont réconciliables, même si elles sont différentes. Mais tout de même, est-ce que ça va pas un peu mieux chez les Républicains depuis qu'il a pris les rênes? Apparemment, les adhésions repartent à la hausse, notamment depuis sa grande émission sur le service public. Écoutez, ça pouvait pas être pire. Bon, on avait touché le fond de la piscine, et quand on touche le fond de la piscine, comme André Santini, il faut donner un grand coup de pied pour remonter et pas creuser. Donc nous, on est en train effectivement de reconstruire la droite. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on reconstruise la droite ensemble. C'est ce que j'ai proposé au Conseil national. C'est pour ça que j'ai souhaité que Soyons libres, mon mouvement, soit associé, qu'on soit dans la famille clairement, mais qu'on puisse aussi attirer tous ceux qui ont été déçus, qui s'interrogent, qui doutent et qui ont voulu partir ou qui voudraient partir. Parce que les Français qui ne connaissent pas comme ça vraiment toutes les arcanes de la vie au quotidien de la droite se disent dans la famille, ça veut dire dans l'appareil. Or, vous n'êtes pas dans l'appareil. Pourquoi vous n'avez pas voulu, au fond, saisir la main tendue de Laurent Wauquiez si vous proposez le Conseil national? Pourquoi, au fond, vous créez à côté tout en étant à l'intérieur? Parce que je veux attirer
dans Soyons libres, des personnes qui n'auraient peut-être pas envie d'adhérer aujourd'hui aux Républicains parce qu'ils ont le sentiment, et c'est ça la différence, c'est une différence de ligne, que nous n'avons toujours pas rénové notre logiciel de pensée, que sur toute une série de sujets, on n'a pas les bonnes réponses pour la société contemporaine. Là, tout à l'heure, on parlait de l'épisode neigeux. Eh bien, je suis désolée, mais nous défendons en Ile-de-France des nouvelles façons de travailler, du télétravail. On voudrait qu'on se mette dans l'idée que le salariat demain sera différent, qu'on aura des nouvelles solutions, des nouveaux contrats. Bon, sur ces sujets-là, on a des nouvelles idées. On a des idées neuves aussi sur les prisons, on a des idées neuves sur les migrations, on a des idées neuves et on aura des idées neuves sur la santé, donc sur la politique familiale. Donc je pense qu'il faut qu'on rénove le logiciel. Et pour le rénover, il faut attirer à nous la société civile qui ne croit plus dans les partis politiques. Vous aviez dit que vous alliez être une force de propositions, y compris d'ailleurs, là j'extrapole parce que c'est pas face à Laurent Wauquiez, même si on sent bien depuis le début des questions de Myriam Mankawa que vous n'avez pas envie franchement de le féliciter pour l'instant. Vous êtes encore dans l'observation. Mais parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles réponses à apporter aux Français face à Emmanuel Macron. Et on ne gagnera pas uniquement contre. Moi, je vois bien que Emmanuel Macron est aujourd'hui encalaminé parce qu'il a augmenté la CSG, nous avions prévenu, il a augmenté les impôts, il n'a pas baissé les dépenses de l'État. Aujourd'hui, une mesure comme la défiscalisation des heures supplémentaires qui permettrait de valoriser le travail, qui avait été promise dans sa campagne, n'a pas été mise en œuvre. Elle revient. Oui, elle n'est pas encore là. Et aujourd'hui, il y a un creusement des inégalités avec Emmanuel Macron qui fait que beaucoup de Français sont en colère et se sentent oubliés de sa politique. Mais vous savez, on ne gagnera pas que en contre. On ne gagnera pas que sur les erreurs de l'adversaire. On doit avoir un programme totalement... Une proposante de l'intérieur, oui, parce qu'on va revenir sur Macron. Oui. Alors, quelle est votre proposition de la semaine? On a entendu que vous vouliez rendre obligatoire le congé paternité. Vous avez dit des choses... Pour l'égalité salariale femmes-hommes. Des choses aussi sur les déserts médicaux, sur les marchands de sommeil. Quelle est la proposition Pécresse de cette semaine? Eh ben, je viens de la faire. Police municipale obligatoire dans les villes de plus de 10 000 habitants, de façon à avoir une vraie police de proximité en lien avec la police nationale, qui elle serait renforcée et qui lutterait contre les délinquants. Mais la semaine dernière, j'ai aussi proposé, parce que vous savez que nous avons un gros problème dans les prisons. Aujourd'hui, nos prisons sont des véritables chaudrons. On sort d'une grosse crise qui n'est pas totalement réglée. Non, la crise n'est pas réglée. Des centres de détention plus ouverts, c'est ça? Elle n'est réglée qu'en surface. Moi, ce que je souhaite, c'est que aujourd'hui, quel est le problème? 100 000 peines prononcées ne sont pas exécutées. Ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui devraient aller en prison, qui n'y vont pas. Et on va leur aménager leur peine. Alors moi, je tiens à le dire que je crois à la vertu dissuasive de la privation de liberté. J'y crois parce qu'un bracelet électronique sur un caïd qui reste dans son quartier, chez ses parents, eh bien ça donne un sentiment d'impunité et ça donne un sentiment de désespérance aux victimes. Donc je crois à la privation de liberté. Mais moi, j'ai le sentiment que Mme Belloubet, la garde des Sceaux, elle mélange un peu tout. Elle mélange la surpopulation carcérale et le fait que c'est important que quand on est condamné à une peine de prison ferme, on fasse sa peine de prison. Donc je crois qu'il faut vraiment... Donc l'idée des prisons ouvertes qui est en ce moment ébauchée par certains oui, mais alors au sein de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Justement, moi je suis un peu inquiète parce que moi je suis pour qu'on fasse des prisons sans mirador, c'est-à-dire qu'on fasse des prisons plus rapidement qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, avec les normes qu'on a pour les prisonniers, on met 5 ou 6 ans pour construire une prison. Alors oui, à une prison sans mirador, mais pas à une prison sans mur. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un centre de détention fermé et qu'il y ait une vraie privation de liberté, parce que sinon, eh bien, on tombe sur la semi-liberté classique. Et la semi-liberté, eh bien, ça fonctionne pour certains délinquants, mais pour les plus durs, il faut qu'ils aillent vraiment en prison. Et je le dis et je l'assume. Comme vous voyez, je suis de droite. Il nous reste très peu de temps. On a vu donc vos différences, vos divergences de fond avec Laurent Wauquiez. On voit moins parfois en quoi vous n'êtes pas macroniste. Je voudrais qu'on prenne 2 exemples. Voilà. Il y a quand même sur l'islam, par exemple, dans le journal du dimanche, aujourd'hui, le président de la République ébauche quelques pistes, ou en tout cas sa méthode pour organiser, structurer l'islam de France vers plus de représentativité, notamment des musulmans de France. Là, vous êtes d'accord? Il faut le faire. Ah mais moi, depuis le début, je suis très critique sur Emmanuel Macron, sur son regard aujourd'hui sur le communautarisme et sur l'islamisme. Et depuis le début, je dis qu'il fait preuve d'angélisme,
en partie sur ces questions. Et là encore, moi, ce qui m'a frustré ce matin en lisant ses propos sur l'islam, c'est qu'à aucun moment il ne dit ce que nous avons envie d'entendre et ce que les Français ont envie d'entendre, c'est que la loi de la République est première par rapport à la loi religieuse. Et que ce qu'on a demandé aux catholiques et aux juifs de France... Vous trouvez laxiste sur cette question de la laïcité ? Il y a des siècles, enfin il y a plus d'un siècle, on doit pouvoir le demander aussi aux musulmans de France. On doit être aujourd'hui tous respectueux de la loi de la République d'abord. Mais comment on fait concrètement? Mais moi, j'ai pas entendu parler d'un 1905 et qu'on ne peut pas toucher à cette loi, personne n'osera aller jusque-là, tout en organisant mieux, finalement, l'islam de France dont les musulmans sont venus après. C'est ça la question. On est intransigeant sur les lois de la République. Moi, il m'est arrivé de voir dans les rues d'Île-de-France, à de nombreuses reprises, des femmes en burqa, en voile intégral, dont certaines d'ailleurs se rendaient à la prière, en m'expliquant que dans les lieux de prière, on tolérait des burqas. Vous trouvez le président aveugle à ces situations-là ? Je crois. J'ai entendu le président Macron, pendant la campagne, dire que quand un homme refusait de serrer la main à une femme, ça n'était pas une question religieuse, ça n'avait rien à voir avec la religion, c'était une question de contre-culture, et que la contre-culture, il ne fallait pas lutter contre, parce que sinon, on la faisait flamber. Beaucoup trop laxiste pour vous là-dessus ? Non, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Voilà. Il faut aborder le sujet sans naïveté, sans angélisme, et ça veut dire qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la réaffirmation des lois de la République sur certains territoires et vis-à-vis des musulmans de France. Votre regard justement sur cette affaire, cet épisode avec cette chanteuse, cette jeune chanteuse Ménel voilée qui a tenu des propos sur Twitter pro-islamistes, est-ce qu'elle avait sa place dans un concours comme celui de The Voice? Est-ce que vous vous réjouissez de son départ? On ne peut pas nier les attentats terroristes impunément à la télévision française. Ça n'est juste pas possible. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a... Mais moi, je le sais, vous savez, dans les lycées d'Île-de-France, j'ai organisé des témoignages de grands témoins victimes du terrorisme, notamment Latifa Ibn Zlaten, dont le fils a été assassiné par Mohamed Merah. La première victime de Mohamed Merah. Eh bien, j'ai vu dans les lycées des lycéens lui apporter la contradiction, lui dire qu'elle n'était pas une bonne musulmane, refuser aussi, à l'époque des attentats, de faire la minute de silence. Donc la vérité, il faut qu'on la voit toute nue. Aujourd'hui, il y a des forces islamistes qui font un lavage de cerveau, y compris à nos plus jeunes, et qui aujourd'hui les amènent dans un combat qui est un combat d'abord d'islam politique, il faut quand même le dire, et où la loi de l'islam vient concurrencer la loi de la République. Et ça, je ne l'accepterai pas. Vous savez, nous, on a déménagé cette semaine à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, au cœur des quartiers populaires, pour dire que la région, elle est partout chez elle et que la République est partout chez elle. Et je crois que c'est très important de dire que nous croyons aujourd'hui que, les lois de la République vont s'imposer. Donc, juste pour être très clair là-dessus, et sur la question de Myriam Mankawa, vous estimez que la jeune chanteuse voilée Ménel, effectivement, vous êtes plutôt soulagée qu'elle quitte la compétition The Voice? Ah, mais on ne peut pas aujourd'hui nier les attentats terroristes. Avoir quelqu'un qui a nié ou qui a mis en cause les attentats terroristes n'avait pas sa place? On ne peut pas nier ces attentats terroristes. C'est une insulte à toutes les victimes et c'est une insulte à la France. Merci beaucoup Myriam. Dans un instant, c'est Edwige Chevrillon qui nous rejoint. À tout de suite. Edwige Chevrillon, j'ai dit tout à l'heure en semant un peu la zizanie que la Cour des comptes avait étrillé la région Île-de-France. C'est faux. C'est faux. Bonjour Valérie Pécresse. On parlera notamment de suppression de postes de fonctionnaires dans les collectivités. Elle nous a même donné un superbe satisfecit en disant qu'on était la région qui avait fait le plus d'économies de fonctionnement. Île-de-France. On verra ça tout à l'heure. On va parler d'apprentissage. J'ai peut-être juste une toute petite question pour prolonger ce que vous disiez à l'instant avec Myriam Mankawa. Est-ce que s'il y a un candidat à la République En Marche à la mairie de Paris, est-ce qu'il faudra un candidat LR ou pas? Est-ce que vous êtes favorable? Bien sûr, il faudra un candidat LR. Enfin, c'est une plaisanterie cette question, Madame Chevrillon. Non, mais quand on voit un petit peu maintenant l'opposition, je parle sous contrôle de Jean-François Lamour, mais à Paris, on peut se dire qu'il n'y a peut-être pas forcément un candidat qui émerge. Permettez-moi de vous dire que la République En Marche vote aujourd'hui les textes de Madame Hidalgo, vote aujourd'hui les budgets de Madame Hidalgo, et que c'est les Républicains qui aujourd'hui sont montés en première ligne, notamment sur cette question abracadabrantesque de la propreté à Paris, parce que la première responsabilité d'une mairie, c'est quand même de garder la ville propre. Il y a aussi la question de la sécurité, il y a aussi la question des sans-abri, on en a parlé. Donc il y aura un candidat, vous êtes favorable en tous les cas pour qu'il y ait un candidat. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que l'opposition, c'est Florence Berthoud, c'est le groupe des Républicains à Paris, et c'est eux qui sont en première ligne pour proposer des solutions, notamment sur cette question de la propreté et des rats dans Paris. Et je n'ai pas entendu la République En Marche, qui pour
l'instant, votent tout ce que propose Madame Hidalgo. Voilà, on va parler d'un dis sujet rien. qui va aussi vous mettre en colère, la question de l'apprentissage. Le gouvernement Édouard Philippe a proposé 20 mesures et une réforme quand même assez lourde de tout l'apprentissage, du fonctionnement de l'apprentissage en France, en disant notamment c'est une logique qui était une logique administrée. Il faut passer maintenant dans une logique de simplification. Il y a eu un bras de fer avec vous. Vous l'avez perdu ? Bah, moi, Avec les régions. je pense que cette réforme de l'apprentissage est une vraie occasion manquée de faire la vraie réforme de l'ensemble de la formation professionnelle des jeunes. Parce que la vérité, c'est que vous savez qu'il y a le système d'apprentissage, donc en apprentissage en entreprise, en CFA, en centre de formation en apprentissage. Et puis à côté, il y a les lycées professionnels, où vous avez des dizaines, des centaines de milliers de Qui jeunes dépendent de l'éducation nationale. qui dépendent de l'éducation nationale. Donc vous avez deux systèmes concurrents et parallèles. Oui, là, c'est pour ça qu'il y a si peu d'apprentis en France, c'est parce qu'il y a deux systèmes qui vivent leur vie en parallèle. Et là où je suis triste, c'est que la réforme aujourd'hui qui est proposée par le gouvernement ne traite qu'un seul des pans Mais est-ce qu'il le traite bien, au l'apprentissage. moins, ce pan? Est-ce qu'au moins, il va dans une logique qui est de trouver le maximum d'emplois pour ses apprentis? Le gouvernement est fidèle à son mantra. Le MEDEF et l'entreprise fera mieux que les régions en matière d'apprentissage. On verra. Moi, je n'en suis pas certaine, parce que nous, je peux vous dire qu'on a pris à bras-le-corps le sujet de l'apprentissage depuis 2 ans, et que cette année, on a eu des chiffres on a battu un record historique, on a plus 6% d'apprentis, on n'en a jamais eu autant, et que nous avons pour la première fois inversé la chute de l'apprentissage pour les jeunes en CAP et en bac professionnel. Donc moi, j'aurais aimé être jugée sur mes actes, et parce que moi, ce que je souhaitais faire en Ile-de-France, ce que nous souhaitions faire, c'était rapprocher l'apprentissage et les lycées professionnels et les mettre sur les mêmes sites, faire des campus des métiers. Mais il y a un grand obstacle qui s'appelle l'éducation nationale. Mais bien sûr, voilà. mais moi je voulais donc casser déjà, les barrières et j'ai peur que cette réforme ne les rétablisse. J'ajoute que je ne fais pas totalement confiance au MEDEF et aux branches professionnelles pour faire de l'aménagement du territoire et que le risque à leur confier l'apprentissage... Mais ce sont les entreprises qui embauchent, vous êtes d'accord? Oui, les collectivités locales. simplement, dans certains quartiers populaires ou dans certaines zones rurales, vous avez besoin d'avoir un centre d'apprentissage, même s'il n'y a que 10 élèves dedans. Parce que sinon, les élèves n'auront Sinon, il y aura une inégalité territoriale. Formation. Exactement. Valérie Pécresse, je voudrais qu'on écoute le Premier ministre justement vendredi. Il a un peu dénoncé les postures parce qu'on sait que là, vous êtes plutôt mesuré par rapport au président des régions, l'association des régions, Hervé Morin. On écoute le Premier ministre et puis après, évidemment, vous pourrez lui répondre. On peut parfaitement comprendre qu'il y ait, dans une discussion qui n'est pas achevée, c'est vrai, des distinctions entre le contenu des discussions et ensuite les postures que l'on peut prendre. Ça fait partie, sans doute, de la façon de conduire ce genre de négociations. Posture ou pas posture, Valérie Pécresse, de la part des régions, un peu une opposition systématique? Ah non, franchement, nous par exemple, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'était pas hostile au fait que c'est un peu technique, mais que en réalité les centres de formation d'apprentis soient rémunérés au nombre d'élèves qu'ils arrivent à attirer, au nombre de contrats signés avec les entreprises et avec les élèves. Parce que du coup, ça veut dire que finalement, si une formation est bonne, il y aura du monde. Si la formation est mauvaise, il y aura moins de monde. Et petit à petit, ça permet de réguler. Donc vous êtes pour cette par le marché. simplification? Ça, on n'était pas défavorable. Mais ce qui nous inquiète, moi je le dis, c'est que nous ne sommes pas sûrs que le MEDEF ait la vision globale de tous les besoins d'emploi en Ile-de-France. Je prendrai qu'un seul exemple. Il y a des apprentis aussi dans la fonction publique. Oui. C'est quelle branche du MEDEF qui va faire la formation pour les futurs fonctionnaires? Oui, il y a besoin d'apprentis dans le sanitaire Oui. et social. C'est quelle branche du MEDEF qui va faire l'apprentissage dans le sanitaire et social? Voilà, donc il y a des métiers qui sont transbranches, notamment tous les métiers du numérique. C'est quelle branche du MEDEF qui va faire le web développeur pour... Le Syntec ou d'autres, oui. Le Syntec pourrait, mais aujourd'hui, il se trouve que, notamment en Ile-de-France, où pourtant la demande est énorme dans les métiers du numérique, le Syntec n'a aucun centre de formation en apprentissage. Le Syntec, c'est la branche professionnelle des métiers de l'informatique. Du numérique et du digital, absolument, oui, tout à fait. Simplement, elle s'occupe de former des informaticiens, mais elle ne s'occupe pas de former tous les métiers du numérique pour les autres entreprises. Ça ne serait qu'une Donc la vérité, c'est que je vais vous le dire, nous, on va continuer Oui. à la région Île-de-France de s'occuper à la fois d'orientation, à la fois de formation, à la fois d'ouvrir des centres, des centres en apprentissage. On va continuer à le faire. Et on va même faire mieux. On va ouvrir un portail qui s'appellera Oriane.info, qui est ouvert depuis le début du mois de février. Oriane.info, O comme orientation. Où il y aura toutes les... Oriane comme Ariane, fil d'Ariane, où vous allez avoir tous
les offres d'emploi près de chez vous et toutes les formations près de chez vous. Parce que mon objectif, c'est qu'on se déplace moins et qu'on trouve un emploi près de chez soi, qu'on utilise le big data et que la région vous apporte l'information et qu'on brise ce délit d'initié qui fait que les familles les plus populaires, Valérie les plus Pécresse, défavorisées n'ont avez- pas accès à l'information. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que vous êtes un peu, vous les régions, vous au sens large du terme, un peu les mal-aimés du président Macron et du gouvernement entre peut-être les entreprises, le MEDEF, et puis et un gouvernement qui est quand même très jacobin? Oui, Vous en avez, quoi. je crois clairement qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis des autorités locales. On le voit bien, l'État ne fait aucune économie sur son Oui, fonctionnement. on va y venir, c'est pour ça. Le président de la République continue de croire que le ministère du Tourisme amène des touristes, que le ministère de la Formation professionnelle sait exactement de combien d'emplois on a besoin à Melun et de combien d'emplois on a besoin à Garges-les-Gonesse. Donc on a une vision encore très étatiste. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est sur le terrain, des collectivités locales, des mairies, des départements, des régions qui font la Alors, vous rencontre avez eu- entre les acteurs. Et donc moi, je crois à une nouvelle phase de décentralisation et je ne comprends pas le double discours du président qui parle de pacte jacobin, de pacte girondin. Pardon, et qui fait un pacte jacobin. Ouais. Justement, sur la Cour des comptes, là, elle a rendu son rapport et elle dit que les régions, ils ont déjà fait, enfin les collectivités locales ont déjà fait beaucoup d'efforts. Et lorsqu'on parle de supprimer 120 000 fonctionnaires, contrats de fonctionnaires, il dit, en tous les cas, c'est peut-être pas dans les collectivités locales. En même temps, on voit bien que si, je sais pas si vous avez vu ce think tank, l'IFRA, plutôt de droite, qui a dit que si les fonctionnaires dans les collectivités locales travaillaient vraiment 35 heures, ça pourrait économiser 50 000 postes. Ah ben, j'en suis tellement persuadée que nous sommes passés aux 35 heures effectives. J'ai supprimé 5 jours de congé au Conseil régional pour que, effectivement, nous passions aux 35 heures. Nous étions à 34 heures. Donc c'est faisable. C'est faisable. Ça nécessite du dialogue social. Ça nécessite aussi d'apporter aux agents de la fonction publique une gestion moderne des ressources humaines. Parce qu'en même temps que je faisais les 35 heures effectives, en même temps, on ouvrait la possibilité aux fonctionnaires de télétravailler. Maintenant, j'ai un tiers des agents de mon siège qui peuvent télétravailler, ce qui leur économise du temps de travail. On les mettait au numérique avec Donc il y a des économies possibles à faire. Bien évidemment. Et puis, on travaillait aussi sur leurs conditions de travail, le stress au travail, l'égalité femmes-hommes, le traitement des agents en situation de handicap. Vous savez, le dialogue social, il ne faut pas en parler, il faut le faire. Et la gestion vous avez des ressources économisé humaines, c'est combien de important. postes en faisant ça? Alors, en appliquant les 35 heures et en supprimant les jours de congé, 4 à 5 jours. Nous, depuis 2 ans, on a supprimé 50 postes par an. On a fait aussi un plan de départ volontaire, comme le gouvernement. Ça n'est qu'un petit levier. 16 personnes ont utilisé ce plan de départ volontaire. Mais on a été obligé de recruter. On a été obligé de recruter dans les lycées. Parce que dans les lycées, moi, j'ai 12 000 enfants, 12 000 lycéens de plus à accueillir. Je suis obligée d'ouvrir 12 lycées. Donc, je crée aussi des postes dans les lycées. Donc, c'est des vases communicants. Merci beaucoup, Edwige Chevrillon. Merci, Valérie Pécresse. Mais des vases d'avoir communicants été... vers les vrais besoins et qui limitent l'administration bureaucratique. On sent bien qu'effectivement, la région, c'est aussi pour vous une sorte de laboratoire, y compris sur ces questions même de dialogue social et d'organisation du Et de travail. réduction de la dépense publique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.